Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent du monde entier. Mon nom est Bi Adesina. Je suis directeur du financement de la santé et du renforcement des systèmes de santé à PI et je serai votre animateur pour cet atelier sur les dossiers d'investissement. C'est un plaisir de vous accueillir toutes et tous à cet événement, à cette session de renforcement de capacité qui est conçu pour vous fournir un aperçu du dossier d'investissement du JFF et des processus qu'ils impliquent. Notre espoir, notre objectif est qu'à la fin de cet atelier, vous aurez non seulement une meilleure compréhension des enjeux autour des dossiers d'investissement, mais que vous apprécierez également ce que tous nos collègues et partenaires dans les différents pays du JFF rencontrent dans le cadre de leur rôle d'organisation de la société civile ou de partenaires subventionnés dans le cadre du hub des OSC. Comme je l'ai mentionné lors de cet appel, merci de vous présenter en utilisant la boîte de discussion ou chat. Vous pouvez ajouter votre nom, organisation ainsi que le pays que vous représentez. De cette façon, nous aurons une meilleure compréhension de tous les participants à cette session. Donc, c'est un plaisir d'avoir des représentants, des participants de régions aussi éloignées que le Burkina Faso, Madagascar, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc, sans attendre, je vais commencer la présentation que vous pourrez suivre à travers mon partage d'écran. Et enfin, pour les participants francophones, vous pouvez retrouver Vincent sur la chaîne français dans le mode langue, de manière à pouvoir suivre cet atelier en français. N'hésitez pas, si vous préférez l'écouter cette réunion en français. S'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat en français comme en anglais. Nos collègues Tess et Eric sont à votre disposition pour remonter les questions ou y répondre directement. Enfin, n'hésitez pas à nous faire savoir si aucun élément d'information nécessite un éclaircissement. Je m'assurerai aussi de faire des pauses pour répondre à toute question ou commentaire. À l'issue de la présentation, nous aurons aussi une longue session de discussion et il y aura donc l'opportunité d'avoir une conversation riche et dynamique entre nous. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Et vous pourrez voir ma présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les dossiers d'investissement du GFF sont développés à travers l'ensemble du processus. Donc, comme nous l'avons déjà partagé avec vous, l'ordre du jour de la réunion, nous avons déjà fait un mot de bienvenue et les introductions. Nous allons maintenant passer au contexte du mécanisme de financement, du mécanisme mondial de financement, GFF. Et ensuite, nous allons entrer plus dans le détail en ce qui concerne les dossiers d'investissement, en fournissant une description, notamment des différentes étapes du dossier d'investissement. Enfin, nous espérons que nous aurons une séance de questions-réponses interactives et une discussion de groupe sur le cœur de ce processus et le cœur de cette réunion qui est vraiment le partage d'expériences parce que tout le monde part d'une expérience spécifique autour de ce processus. Et donc, vos perspectives
représente une expérience large et approfondie, très riche aussi, et qui est en mesure de nous aider à mieux comprendre tous ensemble la portée et la manière dont les organisations de la société civile peuvent s'engager dans les dossiers d'investissement. Une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons fournir un petit rapport, en fait, des conclusions. Et si nous avons le temps de discuter un peu plus des questions clés qui sont abordées dans le cadre de la discussion de groupe. J'espère que cela donne une bonne perspective sur nos discussions d'aujourd'hui et je ferai une pause en cours de route pour permettre des questions ou commentaires. Alors, je vais commencer un petit aperçu du GFF. Certains, la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, mais pour ceux qui seraient nouveaux dans le processus d'engagement autour du GFF, c'est bien d'avoir une compréhension commune sur les fondations du GFF et son mécanisme. Donc, le mécanisme de financement mondial a été créé par la Banque mondiale, les Nations unies, avec le soutien des pays donateurs, notamment le gouvernement américain, certains partenaires scandinaves, le Royaume-Uni, et des agences de développement, ainsi que des fondations, notamment la fondation Gates et la fondation Hewlett, ainsi que d'autres partenaires clés venant du monde entier, y compris du secteur privé. L'objectif principal du GFF est de fournir un financement pour des initiatives en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, des enfants et des adolescents, ainsi qu'en matière de nutrition. Et donc, l'acronyme, c'est bien SRMNIA, NUT, ou SRMNIA N. Le GFF fournit un soutien à 36 pays de la part de deux manières principales. La première, c'est une assistance technique afin de développer les politiques de santé, les stratégies de financement à partir desquelles les pays peuvent ensuite avancer en termes de mise en œuvre de ces initiatives. Et la deuxième partie, en plus de cette assistance technique, le GFF fournit des conseils et un soutien, y compris des subventions directes pour les pays les moins avancés et les pays partenaires. Ce financement est fourni suivant un ratio spécifique, subvention ou donation prêt. Ce que cela signifie, c'est qu'une partie de cette subvention ou une partie du financement provenant du GFF est une subvention, un don, et une partie est un prêt à faible taux d'intérêt. Et la façon dont cela fonctionne généralement, c'est autour d'un ratio que nous allons expliquer. Donc, ce ratio est parfois de 1 pour 3 ou de 1 pour 4. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour chaque dollar, le pays reçoit 4 dollars de prêt. Donc, si votre prêt est de 1 million de dollars et que vous avez un ratio subvention-prêt de 1 pour 3, cela signifie que pour 250 millions de dollars, donc pour 1 million de dollars de dossier d'investissement, 250 000 dollars vont être une subvention et 750 000 dollars seront un prêt. De la même manière, si le ratio est de 1 à 4, pour un prêt de 1 million de dollars, donc 200 000 dollars de ce montant seront une subvention et 800 000 dollars seront un prêt. Donc cet élément permet en fait au GFF et au gouvernement partenaire de signer de mettre en œuvre un cofinancement en utilisant aussi les ressources gouvernementales nationales, donc ressources domestiques, afin de garantir à la fois une amélioration de l'efficacité et de l'impact. Et donc, ce processus, c'est donc un partenariat entre le gouvernement et le GFF.
et les deux doivent fournir un financement adéquat afin de répondre aux besoins et afin de montrer que l'objectif de long terme et la durabilité de cette initiative est une forte coordination autour du secteur de la santé. Donc, il faut s'assurer que ce n'est pas ni une initiative parallèle, ni une initiative autonome, mais bien une initiative intégrée dans un plan du gouvernement. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit de financer des initiatives nationales et de se concentrer sur celles-ci, de garantir que ces initiatives soient conformes avec l'ensemble du plan sur le secteur de la santé, afin qu'il n'y ait pas de séparation et que l'approche soit efficace. Donc, tout cela est inclus dans la stratégie du gouvernement, le plus important, dans le système de prestation de soins de santé primaire, afin qu'il n'y ait aucun écart en ce qui concerne le financement avec le financement par le gouvernement du secteur de la santé. Ceci étant dit, concernant le dossier d'investissement en particulier, c'est essentiellement un plan, une voie à suivre, un cadre. Et soit vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, vous allez le savoir. Donc, l'objectif, ce que propose le dossier d'investissement, c'est d'avoir une feuille de route. Et c'est une étape clé afin d'obtenir un financement. Fondamentalement, le dossier d'investissement montre qu'il existe un ensemble clair d'objectifs et un ensemble clair d'activités qui seront mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et cela fournit des détails assez précis sur la manière d'atteindre ces objectifs. Alors, comment un pays peut sécuriser et développer un dossier d'investissement? Le dossier d'investissement répond à 4 questions essentielles. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, d'abord, ce sont des objectifs sur lesquels il faut se concentrer et les interventions les plus susceptibles d'atteindre ces résultats. Ainsi, par exemple, si l'un des principaux objectifs est de réduire la mortalité maternelle, alors les interventions essentielles dans ce contexte consisteraient à mettre en œuvre des services de planification familiale, à élargir l'accès des soins prénataux et à fournir un accès élargi aux services d'accouchement assisté. Voilà donc un exemple de la manière d'aborder les objectifs et les interventions. L'autre question essentielle que pose le dossier d'investissement est la suivante. Comment ces interventions seront-elles mises en œuvre? Ainsi, en prenant l'exemple où la mortalité maternelle reste l'objectif principal, il s'agirait d'augmenter le nombre et la formation des agents de santé en matière de planification familiale, de soins prénataux et d'accouchement assisté. La troisième question essentielle que pose le processus du dossier d'investissement est de savoir qui seront les bénéficiaires de ces services. Et dans ce cas, nous nous concentrons en matière de santé maternelle sur les femmes en âge de procréer qui sont la principale cible de la lutte contre la maternité et la morbidité maternelle. Et cela précise où les services spécifiques, donc les bénéficiaires des services, ceux qui reçoivent les services, où ils vivent et où les services sont disponibles, comment ils leur seront fournis et comment il sera le plus facile d'y accéder. Donc, on peut se concentrer ainsi, par exemple, sur les zones rurales ou périurbaines qui ont le plus faible accès à la planification familiale ou le plus faible accès aux soins prénataux et à l'accouchement assisté. Et donc, en plus de répondre à ces 4 questions essentielles, donc, quels objectifs, quelles interventions, qui en sont les bénéficiaires et où sont-ils
disponible. Donc, en plus de répondre à ces 4 questions essentielles, le dossier d'investissement fournit également un coût de mise en œuvre. En d'autres termes, il indique combien cela coûterait à mettre en œuvre ces interventions afin d'atteindre ces objectifs. Et il fournit également une carte, disons, ou une liste des ressources indiquant où sont les entrants pour toutes ces ressources et afin de soutenir ces objectifs. Cela crée donc le dossier d'investissement, c'est une ressource claire qu'ils appellent une carte des ressources entrantes, ainsi que la manière dont elles seront liées au dossier d'investissement en termes de mise en œuvre. Enfin, le dossier d'investissement doit inclure le suivi et l'évaluation, car autrement, comment pourrions-nous évaluer la façon dont nous avançons dans la mise en œuvre au rythme souhaité, au résultat souhaité, et afin d'obtenir, de remplir les objectifs. Comment garantir que le processus avance et il faut donc l'évaluer, ainsi que les résultats en fin de compte pour s'assurer que vous avez réellement atteint les objectifs. Sont ici les éléments clés du dossier d'investissement autour des différentes étapes. Le dossier d'investissement, le processus initial avant la mise en œuvre complète des initiatives. Et cette étape initiale est divisée en 7 domaines spécifiques. On peut rentrer dans le détail, mais pour donner une vue d'ensemble, ces 7 domaines comprennent un aperçu, une approche, une conduite, une analyse de la situation, une analyse de risque potentiel, une analyse de coût, une évaluation de la rentabilité, et enfin, un plan de suivi et d'évaluation, et enfin, un accord de financement entre le gouvernement et les différents membres du partenariat. Donc, qu'il s'agisse du gouvernement national ou d'administration locale. Enfin, on entame le processus de mise en œuvre. Et nous allons donc rentrer dans le détail de ces différentes étapes et discuter de ce qu'elles impliquent en termes d'activités clés, quels sont les résultats attendus de ces activités et quels sont les principaux acteurs de chacune de ces étapes et comment notamment les OSC peuvent s'engager avec eux. Donc, le type de questions que vous pouvez poser, le type d'interaction et d'engagement que vous aimeriez voir afin de remplir votre mission, afin d'assurer la redevabilité et le plaidoyer. Donc, je voudrais m'arrêter un peu ici pour savoir s'il y a des questions. Nous voulons être sûrs que nous avons l'occasion de répondre à toutes les questions. Je ne vois pas de questions dans la boîte de discussion. Bonjour, je suis le directeur exécutif de l'Alliance pour la santé de Sierra Leone. Donc, j'aurais juste une question sur l'aspect du suivi et de l'évaluation du dossier d'investissement. Ce plan de suivi et d'évaluation est-il compris dans le dossier d'investissement ou est-ce que c'est un plan que la société civile doit mettre en œuvre ou doit développer et mettre en œuvre? Oui, merci pour votre question. Donc, c'est bien une composante du dossier d'investissement. Et donc, c'est une responsabilité du groupe des parties prenantes. Et donc, c'est un processus qui est bien mené par le gouvernement.
La plupart du temps, dans notre situation, c'est en effet le gouvernement qui fait le suivi et l'évaluation. Mais quel est le rôle, en fait, de la société civile dans cette étape? Donc, nous discuterons à mesure que nous avancerons dans la présentation. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je ne vois pas d'autres mains levées ou je ne vois pas. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc nous pouvons passer maintenant à chaque activité clé. Donc, la première partie consiste à déterminer l'approche du dossier d'investissement. Et c'est une partie fondamentale qui consiste en fait à l'architecture du dossier d'investissement. Et donc, c'est un peu les fondations, le squelette autour duquel le dossier d'investissement sera développé. Cela implique essentiellement les questions stratégiques existantes, ainsi que donc en matière de santé et de nutrition dans chaque pays, au niveau pays ou au niveau infranational, afin que le dossier d'investissement ne se passe pas sur rien, ne parte pas de zéro. Donc, il y a toujours quelque chose en place à partir duquel le dossier d'investissement sur lequel le dossier d'investissement vient se greffer. L'autre élément, une fois que vous connaîtrez, que vous êtes en connaissance des stratégies existantes, vous commencez à rédiger une approche et un plan de travail afin d'identifier les résultats intermédiaires clés et comment ils interagissent les uns avec les autres, ce qui va impliquer différents éléments donc, dans le dossier d'investissement lui-même. Donc, cette étape est une étape d'analyse approfondie, comprend une analyse approfondie des parties prenantes, une forme de mapping, c'est-à-dire de tous les partenaires clés qui sont impliqués pour garantir que le dossier d'investissement représente l'ensemble des acteurs, des actrices, et y compris des bénéficiaires. Il y a donc un accord à avoir sur la façon dont sera organisée la plateforme nationale, essentiellement donc le mécanisme d'engagement du pays, comment elle va interagir avec les différentes parties prenantes, avec les différents décideurs, et comment elle va rassembler les voix de toutes les parties prenantes, afin de s'assurer que le dossier d'investissement lui-même soit pleinement représentatif et inclusif. Cette étape, il est très probable que cette étape ait un impact important. Ainsi, avec des activités clés, vous pouvez vous attendre à une feuille de route et un dossier d'investissement qui comprend des échéances et des différentes étapes au fur et à mesure. Il indique ce qui se passe à travers les différentes étapes du processus de mise en œuvre. Donc ensuite, il est question au titre des questions possibles sur de plaidoyer et de redevabilité, il inclut également la question très important qui indique quels acteurs clés et quels décideurs seront impliqués dans l'élaboration du dossier d'investissement. Et ainsi, les acteurs clés peuvent être impliqués, mais normalement, ça inclut également, évidemment, le ministère de la Santé, peut-être le ministère des Finances, et généralement, le ministère de la Santé est l'agence chef de file dans ce domaine. Il comprend également d'autres comités, les principaux directeurs de programme,
au sein du ministère de la Santé, ceux qui sont en charge de la santé, de la nutrition, ceux qui sont en charge de la santé en matière de sexualité reproductive, santé de la mère, santé des nouveau-nés, des adolescents. Cela implique qu'il y ait un coordinateur national qui sera un point clé en termes d'engagement et en termes de liaison pour l'ensemble des acteurs du pays. Et cela inclura également tous les prestataires de services non gouvernementaux, y compris le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Ce sont donc une analyse de tous les acteurs clés qui est nécessaire. En plus de ça, il y aura évidemment besoin des partenaires de la société civile dans ce processus. Et donc, les moyens par lesquels les organisations de la société civile peuvent s'impliquer auprès des acteurs clés et à la fois entre dans l'analyse de ce comité ou ce groupe de travail technique national et aussi la participation aux consultations publiques, aux journées de consultation ou à des événements et commentaires publics. Certaines des questions possibles en matière de plaidoyer ou de redevabilité que vous pouvez leur poser incluent notamment l'identification de tous les acteurs clés. Et je sais que certains des partenaires, leurs réponses, dans vos réponses que vous avez partagées, ils nous ont dit que une partie des défis auxquels ils sont confrontés dans ce processus, c'était que la société civile n'est pas suffisamment incluse ou engagée dans le processus d'élaboration du dossier d'investissement. Du moins lors de la première vague d'élaboration des dossiers d'investissement. Donc, les partenaires qui travaillent, par exemple, en matière de génération de la demande, nous ont aidé à comprendre cette question Et donc, la deuxième partie, une fois qu'on a développé l'approche ou construit l'approche, le cadre, consiste à mener une analyse situationnelle. Et qu'est-ce que cela implique? L'analyse situationnelle comprend donc la collecte de données existantes afin de comprendre l'ensemble des informations sur les causes et les facteurs sous-jacents qui influent ou affectent la SRMNIA et la nutrition. Donc, notamment, ça comporte les facteurs autour de la mortalité, de la morbidité maternelle et infantile qu'il s'agit d'examiner, mais aussi les facteurs autour de la santé des adolescents et tous les facteurs qui affectent aussi leur bien-être. Donc, ça comprend des facteurs clés qui sont multidimensionnels, ainsi que l'efficacité de l'équité, la garantie de l'efficacité des interventions, qui répondent aux besoins des initiatives en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, autour de l'ensemble du spectre de la SRMNIA, y compris de la nutrition. Il prend en compte aussi des déterminants multisectoriels. Donc, le multisectoriel va au-delà de la santé et s'intéresse à des questions comme l'éducation, les droits humains ou l'accès, y compris d'autres secteurs économiques comme l'agriculture, le taux de chômage, etc. Donc, en regardant au-delà du secteur de la santé, on s'attache à regarder des éléments, des facteurs qui affectent la santé de la mère, du nourrisson, de l'adolescent. Une fois que vous avez identifié ces facteurs, vous êtes en mesure de prioriser les résultats qui détermineront quel aspect du continuum vous voulez prioriser, sur quel domaine vous allez vous concentrer en termes d'élaboration de votre plan de mise en œuvre.
Et ce n'est pas le moindre des tâches. Il s'agit donc de définir des objectifs et donc de comprendre où le pays s'attend à être d'ici la fin du cycle de mise en œuvre du plan d'investissement, du dossier d'investissement. Pardon. Supposons qu'un dossier d'investissement s'inscrit dans un cycle de 3 à 5 ans. Donc, juste pour fournir un peu de contexte, ce qui est souvent le cas en raison de l'impact, on peut bien voir que la récente pandémie de Covid a affecté les ministères de la Santé dans leur capacité à prioriser les interventions ou à maintenir les priorités précédentes. Ainsi, dans certains cas, ils ont dû prolonger la mise en œuvre du dossier d'investissement au-delà du délai habituel de 3 à 5 ans, afin de pouvoir finaliser la mise en œuvre. Donc ça, ce sont des éléments clés qui impactent les activités et qui doivent être intégrés dans l'analyse de la situation et également dans l'analyse des résultats auxquels on peut s'attendre. Donc, encore une fois, il y aura un coordinateur technique gouvernemental ou non gouvernemental principal, quelqu'un qui rassemblera toutes les parties prenantes de manière à rassembler ou à expliquer les décisions qui ont été prises et comment elles seront mises en œuvre. Généralement, cette personne peut faire partie du gouvernement. Les autres parties prenantes seront le ministère de la Santé, leur directeur et représentant, le coordinateur national, ainsi que votre ONG ou votre organisation, les responsables de la prestation de services non gouvernementaux, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Et vous pourrez dialoguer avec eux dans les différents forums ou en dehors de ces forums de manière plus informelle. Une fois analysé, les partenaires doivent être en mesure de pouvoir travailler avec ces parties prenantes parce qu'ils fournissent une partie des résultats en matière de cette analyse de situation. Et les résultats de l'analyse de la situation seront d'autant plus meilleurs qu'elles seront publiques et qu'elles pourront être consultées par tous. Ce que vous pouvez demander afin de remplir votre rôle en tant que qu'OSC à ce stade, c'est si l'analyse de la situation fournit une évaluation complète de l'état de santé des femmes, des enfants et des adolescents. Vous savez, est-ce qu'il comprend toute l'étendue de ce qui affecte leur santé? En passant à la troisième étape du dossier, consiste à examiner les goulots d'étranglement et les ressources potentielles et les risques associés. Il s'agit d'identifier les principaux goulots d'étranglement, les principaux défis et d'examiner ceux-là, ces domaines qui étouffent l'accès, qui limitent l'efficacité de la mise en œuvre des interventions en ce qui concerne la vie, le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. Et c'est donc généralement ce qui pose problème dans ces domaines où beaucoup d'efforts sont déployés afin de répondre aux besoins, peut-être où les résultats attendus ne sont pas où les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Il s'agit donc d'examiner ce qui pourrait empêcher, limiter le plein d'impact des interventions et examiner aussi, en ce qui concerne les interventions à fort impact, celles qui ont le plus grand impact en termes lorsqu'elles sont déployées. Il s'agit donc de déterminer quelle intervention est la plus susceptible, par exemple, d'augmenter le taux de vaccination, quelle intervention est plus susceptible d'augmenter l'accès aux services de planification familiale, aux soins prénataux ou à l'accouchement assisté. Donc, comme vous le savez, pour prendre l'exemple de la planification familiale, dont les interventions peuvent être à fort impact et peuvent faire la différence afin de garantir un meilleur accès,
au service de planification familiale ou à la contraception. Il y a l'enjeu de la création de demande, afin de créer notamment une meilleure sensibilisation plutôt que simplement former des agents de santé. Un autre domaine clé qu'on peut prendre en exemple concerne la vaccination. Si votre objectif, si l'objectif pays est d'augmenter la vaccination, alors une intervention à fort impact qui a été identifiée, elle va au-delà du simple fait d'attendre que les gens viennent dans les cliniques afin d'être vaccinés. Un des moyens est d'avoir recours à des cliniques mobiles qui vont de différentes zones à différentes zones afin de pouvoir administrer, mais aussi sensibiliser la vaccination. Et une intervention clé, dès lors, qui est très efficace, consiste à combiner vaccination et planification familiale à travers ces cliniques mobiles pour permettre d'accroître l'accès à l'utilisation ou à la couverture de ces deux services. Donc, nous l'avons vu dans l'analyse de notre travail, lorsque vous combinez les prestations de services et que vous combinez différents programmes axés sur l'accès aux services, vous obtirez davantage de résultats. Il sera donc important d'envisager ces initiatives à fort impact qui augmentent le recours ou l'utilisation aux services. Et c'est ce que vous examinez, en quelque sorte, à ce niveau, lors de cette étape d'élaboration du dossier d'investissement, afin d'évaluer comment mieux utiliser les ressources qui sont toujours limitées, afin de mettre ces interventions du mieux possible et à mettre en place des interventions efficaces. Ensuite, vous développez des stratégies de base pour remédier au goulot d'étranglement du système de santé, mais aussi pour comprendre quelles stratégies rendront les initiatives les plus efficaces. En envisageant, par exemple, des interventions multisectorielles, en examinant les différentes manières de coordonner l'éducation, la santé, l'agriculture, l'accès à la nourriture. Donc, il incombe donc d'inclure l'examen de l'accès. Donc, il incombe donc d'examiner la capacité des systèmes de suivre les gens de manière à garantir qu'ils répondent à des statistiques essentielles et évitables. Donc, une manière en fait de garantir que ce sont les bonnes personnes qui reçoivent les bons services. Et ça, ce sera aussi vraiment essentiel. Donc, d'avoir des bonnes données. Donc, comme vous le savez, identifier ces goulots d'étranglement risque de déboucher dans une longue liste exhaustive de tous les défis et principaux goulots d'étranglement qui ont un impact sur la santé, sur la nutrition et au-delà sur les résultats des interventions. Donc ensuite, vous décrivez les stratégies et les interventions qui permettent de résoudre ces goulots d'étranglement. Et ensuite, vous vous assurez qu'il y a un processus de système de santé affiné, modifié, en place, afin d'intégrer ces défis. Encore une fois, les acteurs de ce processus seront certains dont nous avons discuté plus tôt et qui inclut notamment le coordinateur du processus. Ça inclura également le ministère de la Santé, le ministère de la Planification, ainsi que les branches législatives, exécutives du gouvernement. Et donc, il sera important de réfléchir à la manière dont les décideurs interagissent et dans la manière dont ils sont capables de rassembler les ressources et le soutien nécessaire à déployer afin d'atteindre les objectifs. Donc, si vous examinez tous ces éléments clés,
il y a beaucoup d'acteurs à sensibiliser, à solliciter, afin notamment de déterminer la destination ou l'origine et la destination des ressources qui seront utilisées dans le dossier d'investissement. Donc, il s'agira donc d'examiner tous les différents acteurs clés qui naviguent autour ou qui impactent le secteur de la santé au-delà des ministères de tutelle, d'identifier leur rôle, leur capacité d'influence et leur capacité à soutenir et à fournir des ressources afin de garantir que les initiatives aient un impact positif et que les objectifs soient atteints. À partir de cette analyse des défis potentiels, vous serez en mesure d'impliquer aussi les différents décideurs avec une substance en vue de les interpeller. Et ça permettra aussi d'examiner leur travail et leur action, leur influence au fur et à mesure du dossier d'investissement et de les rendre donc redevables. Voilà donc les moyens clés voilà donc en quoi le dossier d'investissement est un moyen afin d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et de les maintenir, de les rendre aussi redevables. Certaines des questions clés que vous pouvez présenter aux décideurs afin d'évaluer au mieux comment ils peuvent s'attaquer au goulot d'étranglement et comment est-ce qu'ils comptent créer les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre les succès. Et donc, consisterait à leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce qu'ils peuvent vous décrire les principaux goulots d'étranglement eux-mêmes et comment ils s'y attaquent. Comment est-ce qu'ils comptent résoudre ces problèmes d'accès, par exemple l'accès aux zones difficiles d'accès ou l'accès aux zones rurales ou l'accès aux zones périurbaines défavorisées, ou de manière d'un point de vue démographique, comment ils abordent les problèmes d'accès de certains groupes démographiques, comme par exemple les jeunes. Donc, les solutions et les stratégies que les décideurs vont développer répondent-elles réellement aux besoins d'accès de ces différents groupes ou de ces différentes zones, de ces différentes régions? Quelles sont les sources de revenus qui vont être utilisées pour financer ces initiatives? Quel est le plan de gouvernement pour mettre en place ces ressources et pour durabiliser aussi ces ressources? Ce sont là quelques-unes des questions clés que vous devriez poser ou que vous devriez compter poser, considérer poser auprès des parties prenantes, et en particulier ceux qui seront en responsabilité sur la question du décaissement des fonds, qui sera responsable de la gestion, du suivi du budget spécifique à ce dossier d'investissement. Parce qu'en général, une grande partie des budgets ne sont pas gérés directement par le ministère de la Santé, mais par le ministère des Finances ou le ministère du Trésor, ainsi de suite. Il est donc très important de comprendre qui gère ces ressources et qui les libère. Enfin, il sera aussi très important de garantir que vous engagez des mesures de plaidoyer législatif, parce qu'en fin de compte, pour beaucoup de nos partenaires, c'est le pouvoir législatif qui détermine le budget, approuve le budget, tandis que le pouvoir exécutif prépare le budget et le met en œuvre. Je peux m'arrêter ici pour savoir s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever votre main ou à intervenir dans la boîte de discussion. La quatrième étape du processus de dossier d'investissement concerne l'analyse de coûts et de rentabilité. Donc, essentiellement, cela signifie comment générer des estimations de coûts et une analyse coût-efficacité de toutes ces interventions. En gros, il s'agit de répondre à la question combien cela va-t-il coûter et quelles sont les ressources nécessaires en fait. Donc, combien va coûter la formation des prestataires de soins de santé?
combien va coûter l'augmentation des fournitures médicales. Et ainsi, ligne après ligne, vous pouvez vous pouvez être en mesure d'identifier quels sont les flux de ressources qui financent le secteur de la santé. Donc, comme mentionné à l'étape précédente, vous savez, autour de la question du revenu interne, qui est responsable au sein du gouvernement de la gestion du budget du dossier d'investissement, il s'agit bien d'avoir en tête il est important de comprendre quelles ressources on peut s'attendre à consacrer aux initiatives de santé. Et on sera alors en mesure de les cartographier pour dire, eh bien, si vous attendez à recevoir autant, vous pourrez vous attendre à réaliser cela. Donc, plus spécifiquement, en ce qui concerne, par exemple, les initiatives de la santé reproductive des adolescents et de la nutrition, quand vous pouvez vous attendre à ce qu'un certain nombre de ressources arrivent ou soient disponibles, il sera alors important de comprendre quelle sera la séquence au cours de laquelle les fonds gouvernementaux seront débloqués ou utilisés. Cela sera vraiment important parce que c'est lorsque le financement est vraiment matériel, il arrive il est débloqué, que les activités, elles, peuvent être mises en œuvre. Donc, ce que vous devez vous attendre à voir, une fois que vous aurez fait les estimations de coûts et le rapport coût-efficacité, c'est d'identifier ces différentes interventions afin que vous ayez une idée complète de ce qu'il en coûtera, afin de mettre en œuvre avec succès l'initiative derrière le dossier d'investissement. Donc, un des outils pour ce faire s'appelle l'outil One Health, qui est développé par l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, et qui est mis en œuvre et qui a été développé par Avenir Santé. Et ils l'ont utilisé pour aider les pays à générer les coûts de toutes les interventions ainsi que les initiatives en matière de nutrition. Concernant cette étape, les acteurs clés restent donc essentiellement les mêmes. Sont le coordinateur principal qui aide en quelque sorte à gérer, à coordonner le processus, mais également le ministère de la Santé, le ministère des Finances, qui sera responsable de l'orientation de la provenance des fonds, des budgets et de la planification, qui sera responsable s'il n'y a pas un ministère spécifique, qui sera responsable de la mise en œuvre des services. Et donc, en gros, les partenaires clés ou les acteurs clés restent essentiellement les mêmes qu'à l'étape précédente. Uniquement dans cette partie, les réunions des groupes de travail techniques, les événements, les auditions en public permettent d'affiner l'analyse de coûts. En tant que société civile, des questions que vous pourrez poser en termes de plaidoyer de redevabilité consisteraient à demander ce coût tel qu'il est présenté couvre-t-il toutes les interventions proposées? Est-ce que cela inclut aussi l'approche multisecteur? Ce coût inclut-il, par exemple, de garantir une éducation sexuelle complète par le ministère de l'Éducation? Est-ce qu'elle implique aussi le ministère de l'Agriculture afin de garantir que les bons approvisionnements alimentaires soient intégrés au programme de nutrition, ainsi de suite? Donc, en gros, en disant que vous examinez les coûts et leur rentabilité, on examine réellement le coût des interventions à fort impact et vous comparez la différence entre faire la vaccination et la planification familiale séparément. Ou est-ce qu'il y a un avantage, un coût ou en termes d'impact à les faire ensemble?
Comme je l'ai déjà mentionné, ces diapositives seront mises à disposition de l'ensemble des participants et également l'enregistrement de la session. Donc, vous serez en mesure de le consulter et d'y avoir accès à tout moment après cet atelier. Donc, ne vous sentez pas obligé de tout écrire et cela sera mis à votre disposition. Donc, une autre question clé à se poser est vraiment d'examiner les flux de revenus et la manière dont ils sont associés au financement des initiatives dans le cadre du pays et également dans le contexte local, infranational, notamment dans le contexte de la décentralisation de la santé. La 5e étape du processus est la priorisation des stratégies et la maximisation des retours sur investissement. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi cela consiste? Donc, cela signifie, par exemple, d'identifier parmi les stratégies disponibles, laquelle a le potentiel de résulter, de résulter dans le plus grand impact. Donc, laquelle des stratégies disponibles a le plus grand impact? Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque nous pensons aux interventions à fort impact, nous réfléchissons d'abord aux interventions qui ont le plus grand impact en termes d'élargissement de l'accès, en termes de garantie concernant l'utilisation des services. Donc, l'exemple que j'ai utilisé auparavant était que nous constatons que lorsque nous mettons en œuvre la planification familiale et la vaccination de manière intégrée, on constate que l'adoption se déroule bien, que l'utilisation est importante. Donc, quand ces interventions sont organisées séparément, il y a des résultats positifs, mais qui sont moindres que lorsque ces interventions sont combinées. Donc, une chose qui a été découverte, et c'est que l'une des principales raisons à cela, c'est que ça fait gagner du temps aux femmes, aux enfants et aux adolescents lorsqu'ils viennent à la clinique et que leur visite leur permet de consulter pour plus qu'une seule chose. En effet, chacun d'entre nous, mais en particulier les populations dans les pays partenaires, disposent soit de peu de temps ou peu de ressources pour bénéficier de ces différents services et consulter de manière très fréquente. Donc, quand ils arrivent dans un centre de santé et qu'ils peuvent se faire vacciner, mais aussi avoir accès à des services de planification familiale et en même temps bénéficier de soins prénataux qui soient également susceptibles d'obtenir des conseils ou des services spécifiques pour les jeunes. Donc, ils sont alors capables de gagner un temps important. Et dans le même temps, tout cela a un impact en termes d'accès aux services. Et dans la mesure où il augmente l'accès, il augmente aussi l'utilisation de ces services. Donc, pour obtenir un plus grand impact, on examine différents scénarios. Et un scénario consiste à dire, d'accord, si nous faisons quelque chose de cette manière ou le faisons-nous d'une autre manière? En gros, une forme de simulisation. C'est comme dire que si je vais de Yaoundé à Lagos, j'essaie de trouver quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur itinéraire pour y parvenir. Par la mer, par le train ou par l'avion? Quel est le moyen le plus rapide pour y arriver?
quel est le moyen le moins cher pour y parvenir, et combien et comment dois-je dépenser ou puis-je dépenser le moins possible en termes, par exemple, de carburant ou en termes d'émissions de CO2 afin de parvenir à aller de Lagos à Yaoundé. Et donc, ces scénarios nous informent en fait sur ce que je peux faire. Et donc, peut-être en bateau, de Douala à Lagos, après par la route de Douala à Yaoundé, etc. Ce sont donc ces différents scénarios qui nous permettent d'identifier ensuite le scénario à plus fort impact, mais aussi d'identifier le scénario qui va maximiser les ressources afin de générer le plus grand impact. Et ces scénarios prennent en compte les défis, les goulots d'étranglement que nous avons identifiés aux précédentes étapes. Enfin, les acteurs clés autour de cette étape restent les mêmes: le ministère de la Santé, du Trésor, des Finances, de la planification et du budget. Donc, la sixième étape, qui était celle que notre collègue Augustine a évoquée autour du processus d'évaluation. C'est un élément clé du dossier d'investissement et essentiellement, la question est comment pouvons-nous suivre les différents processus de mise en œuvre et comment pouvons-nous garantir qu'ils sont mis en œuvre dans les délais qui sont attendus. Et comment pouvons-nous suivre les résultats de la mise en œuvre et aussi savoir comment les interventions atteignent les bonnes personnes au bon moment et en réduisant la mortalité chez les femmes, les enfants et les adolescents. Donc, c'est un processus clé. Donc, le processus d'évaluation signifie qu'on doit développer un cadre afin d'identifier quels sont les indicateurs clés qui nous aideront dans ce processus, qui nous aideront à surveiller au fur et à mesure que les choses vont bien ou que les choses ne vont pas aussi bien que pensé. Et on peut apporter donc des changements nécessaires, des ajustements afin de garantir que les résultats soient atteints. Donc là, dans ce processus, il s'agit évidemment d'identifier les investissements clés, donc peut-être les investissements les plus importants et y compris les résultats attendus. Enfin, le troisième élément, bien sûr, c'est le calendrier qui finalise le cadre dans lequel vont être mis en œuvre les investissements en vue de la réalisation des résultats. Donc, il existe de nombreux indicateurs qui s'appliquent à ces différents contextes et qu'il est important d'identifier les indicateurs qui peuvent être suivis de manière réalisable ou de manière raisonnable dans votre contexte spécifique. Donc, concernant les acteurs clés, qui sont-ils? Mais aussi les questions que vous pourrez leur poser. Les acteurs clés sont toujours les mêmes. Donc, les ministères, partie prenante de la plateforme,
Et la question que vous pourrez leur poser sont, les résultats sont-ils reflétés donc dans le cadre de l'évaluation? Existe-t-il une approche claire afin d'améliorer la qualité des données de financement ou les données de résultats? En particulier, comment les ressources, comment les données sont-elles collectées? Comment sont-elles utilisées? Et cela nous permettra aussi de savoir pourquoi, des fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, la dernière question concernant l'évaluation, ce sera la question de la fréquence. À quelle fréquence le processus sera suivi de manière de savoir à quelle fréquence les ajustements peuvent être apportés. La dernière étape du processus, qui est non la moindre, c'est vraiment l'accord de financement. Donc cela, dans ce cadre, il s'agit principalement d'examiner les ressources et le meilleur scénario. Et ce sera la dernière partie de l'élaboration du dossier d'investissement. Il s'agira donc essentiellement de dire quelle est la meilleure manière possible, la plus réalisable, de parvenir au déploiement des interventions et comment maximiser l'impact avec les ressources disponibles. Et donc, cet accord de financement prend en compte le besoin de ressources extérieures qui seront nécessaires afin de générer ou de permettre les résultats attendus. Donc, cette étape fournira également le moyen d'identifier ou de sécuriser les ressources à la fois internes et externes afin de permettre le financement du plan final. Donc, cette étape, comprend donc à la fois le gouvernement national, les gouvernements locaux ou les administrations locales, ainsi que les partenaires externes, y compris les fournisseurs ou bailleurs d'aide bilatérale ou multilatérale. Donc, en quelque sorte, l'accord financier, c'est un accord interne entre toutes les parties prenantes, y compris les ministères de tutelle, afin de coordonner un seul plan de financement. Donc, dans le cadre du dossier d'investissement détaillé, donc un dossier d'investissement doit détailler toutes les ressources qui entrent et comment elles vont être dépassées, comment elles vont être déployées et par quelle partie prenante. Donc, vous aurez en termes des acteurs clés, le coordinateur national reste un acteur ou une partie prenante particulière auprès duquel vous pourrez vous engager. Et en termes de questions clés que vous pourriez poser, vous pourrez demander comment le gouvernement apporte-t-il sa propre part de fonds afin d'assurer la mise en œuvre des initiatives, des interventions à plus fort impact, que ce soit en matière de santé ou de nutrition. Donc, quelle partie du financement proviendra des donateurs ou de sources non gouvernementales? Quelle partie du dossier proviendra d'autres sources? Enfin, existe-t-il un accord entre les parties prenantes, entre le gouvernement et ses partenaires?
en tant que société civile, vous voulez également comprendre quelles sont les conditions des accords de prêt et de subvention entre avec le gouvernement. Il est important de faire que ça soit intégré dans ce processus afin que ça ne surcharge pas, par exemple, la dette. Donc, la dernière étape de ce dossier, une fois que vous l'avez finalisé, en fait, le dossier d'investissement est finalisé. Et donc, ce sont les éléments clés du dossier d'investissement en termes de déroulement d'intervention et vous permettra de vous assurer que, en vue de la mise en œuvre en fait, de son dossier. Donc, ça permet une indication claire que tout est en place avant de déployer les interventions. Donc, désormais, nous aimerions mettre en pause en fait cette présentation pour une session de questions-réponses rapides afin que nous puissions répondre aux questions que vous pourriez avoir autour des différentes étapes du dossier d'investissement. Et aussi, comme vous le savez, entendre votre point de vue, entendre vos points d'entrée et d'engagement dans les différentes étapes du dossier d'investissement. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. On aimerait vous encourager vraiment à participer de manière activement à cette discussion. Parce que ce que nous constatons à PAI, c'est que la véritable richesse des informations vient surtout du partage d'expérience. Car tous ici, vous toutes et tous, ont eu de manière différente une expérience dans l'implication de votre pays, dans votre plateforme nationale et par exemple sur les arguments de plaidoyer, de redevabilité autour du dossier d'investissement. Donc, je vais faire une pause pour vous laisser poser les questions. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions via le chat. Yes, Bihi, thank you very much. I hope you can all hear me well. Oui, c'est bonjour, ouais, je vais parler en oui, c'est la menu. C'est la menu du Niger, collectif Toun. Merci pour la présentation qui est assez édifiante, qui a expliqué, qui nous a permis de comprendre encore une fois de plus tout le processus. Donc là, je vais intervenir justement par rapport à une des étapes, notamment l'analyse de la situation. Là, la difficulté majeure que nous rencontrons dans cette analyse de situation, c'est la collecte, au niveau de la collecte de données et notamment l'accès aux données par les OSE. Je ne sais pas si c'est spécifique au Niger, mais en tout cas au Niger, et après discussion aussi avec d'autres pays et à travers des forums,
c'est un problème qui se pose avec acuité, c'est-à-dire la collecte des données et l'accès surtout aux informations du système sanitaire, l'accès aux données. Et ça, c'est vraiment inhérent c'est commun aux OSC ici au Niger. Le plus souvent, les OSC sont perçus comme étrangers au système et donc limités. Et donc, de moins en moins ayant accès à ces données-là. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du collectif, tout ce qu'on a fait déjà, je pense que c'est une sorte de mitigation. C'est qu'on a réussi à intégrer quand même le système. On a intégré le système à travers la multisectorialité. La multisectorialité, c'est-à-dire c'est le ministère de la Santé, c'est les réunions au niveau du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, au niveau du ministère de l'Hydraulique, à travers un cadre concerté. Donc, on a réussi à intégrer ce système-là. Et aussi, notre présence dans les différents comités techniques, c'est-à-dire des groupes techniques de travail. On a un espace qui se réunit vraiment tous les mois, chaque fin de mois. Et on a réussi à intégrer ce groupe technique de travail. Alors maintenant, je ne sais pas, c'est des conseils. Est-ce qu'il y a autre chose que les OSC peuvent faire? Ça, c'est vraiment un conseil que je demande pour améliorer cet état de fait, pour qu'on ait, peut-être pas que le Niger, mais pour que la société civile ait vraiment accès aux différentes data, aux différentes données, pour que ça nous facilite cette analyse de situation pour atteindre les objectifs à travers les différentes ce processus-là. Alors, l'autre aspect et qui est aussi en rapport avec cette question d'analyse de données, c'est l'analyse budgétaire. Nous, au Niger, on a réussi à faire l'analyse par 2 fois, analyse budgétaire justement pour voir, ça c'est maintenant en matière de la nutrition, pour voir la contribution de l'État, mais aussi la contribution des autres bailleurs en termes financiers, pour voir alors à la fin qu'est-ce que l'État peut faire pour peut-être prendre en charge et renverser la tendance, parce que pendant plusieurs années au Niger, on sait que c'est les bailleurs de fonds qui financent beaucoup plus cette question, cette problématique de la malnutrition au Niger aux dépens de l'État. Mais depuis les travaux qu'on a eu à faire, les analyses budgétaires qu'on a eu à mener, les différentes discussions qu'on a eu à faire avec l'État, mais vous êtes sans savoir qu'au Niger, il y a une feuille de route aujourd'hui qui est mise en place et pour vraiment renverser cette tendance-là. De plus en plus, l'État s'intéresse beaucoup plus avec des enveloppes de plus en plus grandes pour prendre en charge cette question de la nutrition. Donc, je pense que c'est des analyses comme ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas sans grosse difficulté. Alors là, je pose cette question ici pour que on puisse, je ne sais pas, peut-être vous, PAI, peut-être les autres pays, partager leur expérience avec nous pour qu'on améliore notre approche justement à la matière. Voilà. D'autres aussi difficultés qu'on a, et ça c'est aussi, je ne sais pas, c'est lié pas seulement au Niger, parce que dans ce processus-là, il y a beaucoup d'impôts. Merci, merci Aminou pour votre question très importante. Merci. Je vais prendre quelques autres questions afin d'y répondre. La prochaine personne qui a une question, vous pouvez lever votre main et n'hésitez pas à intervenir. Je viens d'informer le chat avec une question. Donc, le Kenya est actuellement classifié comme un pays à revenu intermédiaire. Est-ce que cela nous affecte
par rapport à notre statut de réinvestissement. Notamment, nous venons de finir notre premier dossier d'investissement et quelles implications cela pourrait avoir dans le cadre d'un deuxième dossier d'investissement. Donc, ma question, ce serait quel serait potentiellement l'impact d'un changement de statut, de revenu dans le pays à l'égard des étapes ou des processus autour du dossier d'investissement. Donc, une question qui nous vient du Nigeria. Il aimerait savoir s'il y a une limite au nombre de dossiers d'investissement qui peut être présenté par un pays. Il y avait une question supplémentaire du Vietnam. Est-ce qu'il y a eu des ateliers de partage sur le processus du GFF qui ont été organisés pour les agences du gouvernement? Donc, la première question de notre collègue du Niger concernait l'accès aux données. Et donc, en particulier, sur l'accès aux données gouvernementales concernant le suivi et la mise en œuvre du dossier d'investissement. Je pense que c'est une question vraiment importante, essentielle, qui nous ramène à la première étape, consistant à définir qui peut faire partie du processus des parties prenantes, qui peut être invité à rejoindre quel groupe de travail technique et quel partenaire participe à l'élaboration du dossier d'investissement et quel partenaire ou partie prenante a un rôle décisionnel à jouer autour du dossier d'investissement dans son ensemble. Donc, je pense que c'est une question clé à se poser, mais ce n'est pas la seule. En partie, au point de départ, l'autre partie consiste également à s'engager avec le coordinateur du pays et notamment à leur poser la question, à leur demander, vous savez, comment les OSC peuvent être inclus dans le processus de suivi et d'évaluation et qui leur garantirait en quelque sorte de pouvoir accéder aux données qui sont disponibles. Une troisième question, c'est de se demander les données sont-elles vraiment disponibles? Et dans ce cas, une manière de s'engager dans ce processus, c'est de travailler autour de solutions de plaidoyer spécifiques, telles qu'elles ont été mises, par exemple, et nos partenaires de Toon ont montré des bons exemples. Donc, des stratégies de plaidoyer spécifiques qui permettent aux coalitions de s'engager ensemble, collectivement, et de tenir redevable le gouvernement en défendant auprès d'eux le rôle que les OSC peuvent jouer, peut-être dans la collecte des données ou dans la présentation et le partage d'informations. Ce sont trois façons de résoudre ce problème. Donc, concernant la question du Kenya, qui est sur la classification ou la transition du Kenya de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire, c'est une question très importante, mais je pense qu'il serait préférable de demander aux GFF eux-mêmes, que ce soit le secrétariat du GFF ou peut-être les représentants du GFF au niveau pays,
quelles seraient les implications de cette transition de statut économique de votre pays dans l'élaboration et la finalisation d'un dossier d'investissement. Dans tous les cas, le statut de revenu du pays affecte les mécanismes de réinvestissement. Et donc, c'est une conversation qui peut avoir lieu au niveau du secrétariat du GFF, au niveau mondial, pas uniquement au niveau pays. Enfin, la question du Vietnam, sur savoir s'il y a un processus de partage des informations, de formation pour les agences gouvernementales. Je crois que c'était une très bonne question. Donc, à notre niveau, nous intervenons au niveau du pilier intervention de la société civile et de la jeunesse. Donc, en toute honnêteté, c'est un pilier différent qui concerne la formation des staffs ou des représentants gouvernementaux. Et je crois que là, c'est la piste à suivre, c'est d'impliquer le coordinateur national ou l'officier de liaison qui seront les interlocuteurs préférentiels afin de répondre à ces questions. Enfin, la question de Ruth du Nigeria. Et peut-il y avoir plusieurs dossiers d'investissement qui sont présentés ou finalisés en même temps? Donc, la réponse est qu'il ne peut y avoir qu'un seul dossier d'investissement à la fois, notamment en termes de limites séquentielles qui peuvent être présentées. Donc, c'est un élément intéressant puisque les investissements nationaux, donc Augustine, pourriez-vous rajouter votre question dans la boîte de discussion? Je pense que ce sera vraiment utile pour notre discussion. Il y a une autre question du Niger. C'est une question importante de savoir quel est le rôle de la société civile en matière de suivi et de redevabilité. Donc, c'est une excellente question et je pense que c'est une question importante qui doit être posée en termes à la fois d'approche, en termes d'investissement, mais aussi de mise en œuvre. Donc, d'abord, l'objectif global doit être de garantir la participation des OSC et de la jeunesse dans le processus de surveillance et de redevabilité citoyenne, ou d'accroître cette participation. En vue de cette mission, on peut se dire ou on peut approcher le coordinateur, l'officier de liaison, en leur disant, écoutez,
nous devons remplir notre rôle de partenaire en termes de surveillance et de responsabilité dans ce domaine. Et donc, ce n'est pas un rôle antagoniste dans la mesure où c'est un rôle de soutien à la mise en œuvre du dossier d'investissement. Et pour ce faire, il faut pouvoir accéder et faire partie du processus décisionnel. Et donc, de la plateforme multipartite. Donc, cela a été établi par le GFF ainsi que les parties partenaires. Chaque pays doit intensifier leurs efforts afin d'atteindre cet objectif et il sera important de s'assurer d'une bonne relation dans le cadre de partenariat. Enfin, la dernière question de Idrissa est quelle est la relation ou le rapport entre le cadre de partenariat avec de la Banque mondiale et les financements GFF dans le pays? Donc, chaque pays a un chaque pays partenaire, membre de la Banque mondiale, récipiendaire de partenariat avec la Banque mondiale, a un cadre de partenariat qui définit les modalités de l'accord et toutes les activités sur tous les secteurs, tous les plans et les initiatives qui vont être soutenus par la Banque mondiale. Et donc, il y a des accords signés et vos gouvernements travaillent sur ces processus. L'accord avec le GFF en fait partie, dans la mesure où il fait partie du groupe de la Banque mondiale. Donc, il y a donc un cadre global qui est élaboré en partenariat avec la Banque mondiale et qui inclut ce processus du GFF. Donc, l'objectif, c'est d'en assurer l'alignement ou la bonne intégration. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, un des objectifs du partenariat avec les pays respectifs est de ne pas dupliquer les efforts et de ne pas créer différents flux de partenariat et de travail, mais de s'assurer qu'ils soient tous construits ensemble et qu'ils s'alignent sur les objectifs. Donc, en gros, cet accord de partenariat garantit en quelque sorte que le dossier d'investissement est conforme avec le cadre de partenariat de la Banque du Monde. Mais il permet aussi de garantir qu'il n'y a pas de chevauchement en ce qui concerne la manière dont les différents accords sur les secteurs de la santé et d'autres secteurs peuvent être mis en place. Merci de continuer à envoyer vos questions via le chat. Merci de continuer à poser vos questions dans le chat et nous pourrons y répondre de manière successive. Nous avons environ 30 personnes. Donc, nous aurons 3 salles de groupe de travail. Et nous aurons 3 groupes de travail de 20 minutes. Et la ligne directrice pour les discussions est en gros, quel est l'état du dossier d'investissement dans votre pays? Votre pays développe-t-il ou met-il déjà en œuvre un dossier d'investissement? Et votre pays est-il en train de développer son premier dossier d'investissement? Nous allons désigner des membres de notre équipe pour vous aider. Donc, je vais mettre en place deux séances de groupes de discussion. Nous pourrons avoir environ entre 13 et 15 personnes par groupe.
Bonjour et merci à tous. Il semble que les discussions de groupe étaient très vivantes et toutes nos excuses si le temps imparti n'est pas permis de finir toutes les conversations. Donc, je pense que c'est important de pouvoir poursuivre cette conversation et nous serons disponibles donc par email ou par téléphone afin de répondre à toutes vos questions complémentaires. Et nous entendons également avec impatience les moyens, l'opportunité de continuer à impliquer les partenaires afin de garantir qu'il existe un forum de discussion autour de cela. Ainsi qu'autour des autres, des questions du dossier d'investissement, mais aussi autour des autres aspects de votre travail, de votre engagement avec le JFF. Je sais que nous avons uniquement plus que 3 minutes avant la fin de la séance. Et je voulais juste partager avec vous quelques éléments avec tout le monde afin que vous puissiez avoir une idée de toutes les ressources qui sont à votre disposition. Donc, comme je l'ai déjà précisé, nous enregistrons cette session afin que vous puissiez y accéder ultérieurement. Nous allons aussi la rendre publique en partageant le lien, mais nous restons aussi également par email. Nous partagerons aussi avec vous les diapositives de la présentation, de manière à ce que vous puissiez les consulter à votre rythme, mais aussi peut-être les partager autour de vous. Enfin, nous veillerons à partager avec vous les contacts des membres de notre équipe. N'hésitez pas à nous solliciter auprès de votre. N'hésitez pas à solliciter votre chargé de suivi afin que nous puissions répondre à vos questions dans les plus brefs délais. Enfin, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais il existe un guide pour l'ensemble de cette conversation. Donc, le guide a été développé depuis quelques années et a été mis à jour. Donc, laissez-moi le partager avec vous maintenant. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, a été mis à jour récemment. Et c'est vraiment une revue complète de l'action et du rôle de la société civile dans le cadre de ce travail ou de l'engagement avec le GFF. Et il comprend notamment des cas d'études et des exemples sur comment amener les sujets autour des défis essentiels que nous avons évoqués dans le cadre de cette session. Je vais poster dans la boîte de discussion le lien vers le guide qui est disponible en anglais. Et nous partagerons ce lien et également ainsi que la présentation. Nous souhaiterions surtout poursuivre cette conversation et nous aimerions la développer
peut-être aller dans les détails afin d'aborder les choses clés que vous avez évoquées. Nous savons que le processus du dossier d'investissement est assez profond et assez complexe. Il comporte de nombreuses étapes. Donc, nous voudrions aussi parler des autres domaines d'intervention et d'engagement dans le processus du GFF. Et nous aimerions organiser une deuxième session qui examinerait les différentes phases de mise en œuvre. Donc, nous avons du dossier d'investissement. Donc, la mise en œuvre réelle de la stratégie et son alignement avec le plan national, pas uniquement l'élaboration et la finalisation du dossier d'investissement. Nous pourrions également parler de la mobilisation des ressources nationales ou domestiques et de ce que cela signifie en termes de la façon dont le gouvernement mobilise les ressources nationales, identifie les principales sources de financement et les revenus qui serviront au financement des interventions de santé, de nutrition, mais aussi aux interventions multisectorielles qui contribuent à garantir que les initiatives en santé et en nutrition réussissent et aient un impact plus important. Donc, nous souhaiterions pouvoir discuter de tous ces autres éléments avec vous et planifier, programmer une deuxième session de renforcement des capacités pour en discuter ensemble. Cela est dit, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour vos questions, vos commentaires très perspicaces et très éclairés, qu'ils ont contribué à faire avancer cette conversation et rendre cette réunion très utile. Donc, au nom de l'équipe de PEI, nous restons à votre disposition pour répondre et aborder toutes ces questions au fur et à mesure que vous avancez aussi dans la mise en œuvre de vos projets respectifs. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, d'assister à cette séance d'atelier. Et comme vous le savez, nous resterons en contact avec vous et nous sommes impatients de poursuivre cette discussion. Mais avant de terminer, de manière à voir les visages de tout le monde, j'aimerais vous inviter à activer votre vidéo de manière à nous permettre d'avoir une photo de groupe et, que nous puissions prendre une photo de groupe. Merci à tous de bien vouloir activer votre vidéo et de vous prêter à cet exercice. Gardez votre vidéo allumée et nous prendrons une photo une fois que tout le monde est en ligne. Gardez votre vidéo allumée. Gardez la pause. Merci à tous. Merci à toutes et tous pour avoir fait partie de cette session interactive. Nous n'aurions pas pu réussir cette discussion sans votre participation. Donc, merci pour vos questions. Merci pour vos partages. Nous sommes donc vraiment très reconnaissants et nous restons à votre disposition.
pour répondre à toutes vos demandes. Merci encore pour votre temps et une bonne fin de journée à vous tous. Bonne nuit au Vietnam. Bonne soirée ou bonne fin de journée à ceux qui sont dans un réseau, dans les fuseaux horaires du Burkina, du Kenya, du Zimbabwe et de la Sierra Leone ou du Ghana, du Niger, du Zimbabwe. Merci à tous. Merci à tous et à une prochaine occasion. Au revoir.